Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, direction le Mali. Je vais vous parler d'une sage-femme qui s'est aussi engagée en politique et a contribué à l'indépendance de son pays. Awa Keta est née le 12 juillet 1912 à Bamako, au Mali. Mais à l'époque, le Mali était une colonie française qui s'appelait le Soudan français. Awa décrit sa famille comme une famille traditionnelle soudanaise. Son père est polygame et elle ne le voit pas souvent. Elle a 3 sœurs et un frère qui sont les enfants de sa mère, et elle a beaucoup d'autres demi-frères et sœurs avec lesquels elle s'entend très bien. Les premières années de sa vie sont marquées par la coutume. Sa mère est très conservatrice. Elle leur raconte des contes traditionnels. Elle dit par exemple qu'il ne faut pas nettoyer la case le soir car sinon un esprit mauvais risque d'entrer. La sœur d'Awa est victime de maltraitance parce qu'elle est gauchère et selon la superstition, les femmes gauchères ne peuvent pas trouver de mari. Le père d'Awa souhaite mettre sa fille à l'école française pour filles de Bamako, mais sa mère ne veut pas parce qu'elle pense que les filles ne doivent pas aller à l'école, qu'elles doivent plutôt s'occuper des tâches ménagères. Le père insiste et finalement, à l'âge de 9 ans, Awa rentre à l'école. Elle garde plutôt un bon souvenir de sa maîtresse, Madame Lez, mais elle se fait aussi harceler par des filles plus âgées qui lui disent si tu te classes première ici, on te brisera les côtes. Heureusement, son père, qui a des bons contacts, en parle à l'inspecteur et Awa n'est plus embêtée. En 1928, les plus âgés de sa classe préparent le certificat d'études, mais Awa a un objectif. Elle veut entrer à l'école de médecine de Dakar pour devenir sage-femme. Elle passe le concours et elle le réussit haut la main puisque elle est première pour le Soudan et quatrième pour l'Afrique occidentale. Elle passe 3 ans à Dakar dans un internat à étudier son futur métier. Une fois diplômée, elle est nommée à Gao. Elle découvre la vie d'adulte, mais ses conditions de travail sont précaires. Il n'y a pas de maternité et elle doit se rendre directement au domicile de ses patientes. Parfois, les accouchements sont réalisés dans des mauvaises conditions d'hygiène. Elle aide aussi les femmes qui ont avorté. Malgré toute sa bonne volonté, le médecin-chef ne trouve que 2 pinces, une paire de ciseaux, un peu d'alcool à brûler, des bandages. Donc c'est vraiment des conditions de travail très précaires. Elle réalise aussi qu'elle a un handicap. Elle ne parle que bambara, français et un peu wolof, alors qu'elle reçoit des femmes d'ethnies très diverses et elle ne comprend pas toujours leur langue. Mais elle a aussi un certain succès auprès des hommes. Elle est vue comme la seule femme émancipée de Gao. Tous les jours après dîner, des jeunes fonctionnaires, des commerçants et des notables viennent lui rendre visite. Elle rencontre aussi des officiers et des sous-officiers français, mais elle est déjà fiancée au docteur Diawara, avec qui elle correspond par lettres. Pendant son temps libre, elle fait du cheval et de la broderie. Elle lit aussi beaucoup. Elle lit de la presse médicale, des romans d'amour, des romans policiers. Après une première année à exercer en tant que sage-femme, le gouverneur du Soudan français lui écrit une lettre dans laquelle il la félicite pour son action et il lui annonce la création d'une maternité. La maternité de Gao est inaugurée en juillet 1934 et c'est l'un des premiers bâtiments en dur de la ville. En novembre 1935, Awa épouse le docteur Diawara. Son mari va l'initier à la politique. Il se rapproche de l'USRDA, l'Union soudanaise Rassemblement démocratique africain. Le RDA, c'était une sorte de grand parti politique africain qui voulait unir les Africains et qui militait pour l'indépendance. Et à l'intérieur du RDA, il y avait plusieurs partis. Il y avait un parti sénégalais, un parti ivoirien et un parti malien. Et donc Awa et le docteur Diawara ont chacun leur stratégie. Awa organise des réunions de femmes et son mari, comme il est chef du poste médical, il utilise sa voiture de fonction pour diffuser la propagande. Mais en 1949, les deux divorcent. Awa continue sa carrière politique. En 1951,
Des élections législatives sont organisées. Les Maliens doivent élire 3 représentants de la colonie à l'Assemblée nationale française. Bien sûr, les colons veulent à tout prix empêcher les Africains de voter. Quelques jours avant le début des élections, ils réunissent les chefs de tribus nomades. Ils leur disent que l'USRDA est un parti d'esclaves créé par des fils d'esclaves, que si l'USRDA est élu, il n'y aura plus d'esclavage et les chefs de tribus devront travailler la terre. Ils leur parlent de supériorité de la race blanche. Ils leur disent aussi que l'USRDA est un parti communiste et qu'il va à l'encontre des valeurs religieuses, des valeurs de l'islam et du christianisme. Malgré les obstacles, malgré l'administration qui veut lui mettre des bâtons dans les roues, Awa se propose pour tenir un bureau de vote. Le commandant de cercle raye son nom de la liste. Ses camarades sont tristes et Awa leur dit ne vous inquiétez pas, je connais la loi électorale et je vais quand même représenter mon parti au bureau de vote numéro 1. Je vous représenterai, Inch'Allah. Le jour des élections arrive enfin. Il y a un capitaine blanc français qui entre dans le bureau de vote. Il ne va même pas dans l'isoloir, il prend directement un bulletin de vote pour le parti gaulliste. Et ces hommes qui sont des soldats noirs le suivent et sont avec lui. Et le capitaine essaye de manipuler les votes, de pousser ses soldats à voter comme lui par discipline militaire. Awa est vraiment très indignée. Elle écrit « J'étais écœurée de voir le commandant user de ses prérogatives de chef pour influencer le vote de ses subordonnés dans tel ou tel sens. Si un seul regard d'un homme peut renverser toute une situation, où se trouve donc la démocratie? Où se trouve l'engagement, la conviction? À quel niveau se situe le courage? Où se trouve cette liberté, cette égalité et cette fraternité ?» Heureusement, Awa réussit à faire partir le capitaine du bureau de vote. Elle est émue par l'enthousiasme de certaines électrices qui n'ont jamais eu d'aussi grande responsabilité. Il y a des très jeunes femmes qui ont 17 ou 18 ans, qui sont donc encore mineures, puisque à l'époque la majorité est à 21 ans, mais on leur a quand même accordé le droit de vote, puisqu'on estime que comme elles sont déjà mères, elles ont une maturité suffisante pour pouvoir s'exprimer. Il y a une femme enceinte qui arrive, elle accomplit son devoir de citoyen et juste après, elle demande à Awa de l'accompagner à la maternité. Elle accouche d'un petit garçon, elle l'appelle Mamadou Konaté en référence au leader politique malien. Après cette longue journée d'élection, vers 4 heures du matin, Awa peut enfin partir se coucher. Les résultats tombent, Mamadou Konaté est élu député à l'Assemblée nationale française. Une fête est organisée, Awa coud les initiales de son parti, le RDA, sur un drapeau français, alors que normalement c'est interdit. Certains camarades et militants politiques quittent le parti par peur des représailles des autorités coloniales. Ils ont peur de perdre leur travail, mais Awa, elle s'en fiche un peu. Elle se dit que si elle perd son emploi de sage-femme, elle pourra toujours vivre en vendant ses broderies. Elle dit qu'elle n'a plus rien à perdre. Elle subit une sanction disciplinaire. Elle est mutée à Bigona, au Sénégal. Elle est ensuite mutée à Nara, une ville malienne proche de la frontière avec la Mauritanie. Là, elle reçoit vraiment parmi ses patientes des femmes d'ethnies très diverses, des femmes Wolof, des femmes Touareg, des femmes Malinké, des femmes Bambara. Comme elle est la seule à posséder un poste de radio, ses camarades militants se réunissent chez elle pour lui emprunter sa radio et ses journaux. Elle est surtout en contact avec des enseignants et avec des jeunes de l'école technique supérieure. Ses talents pour la couture lui permettent aussi de tisser des liens. Parmi ses patientes, elle observe différentes coutumes qui sont parfois très surprenantes. Chez les Mauresques, par exemple, on estime que l'homme doit aussi partager les souffrances de l'enfantement. Quand sa femme accouche, l'homme doit porter sur son dos un sac de 30 kg de sable et il doit faire le tour de la cour de la maternité avec ce gros sac sur son dos. Et parfois, quand il vient voir la femme qui est en train d'avoir ses
contraction, elle le gifle, elle le frappe, elle lui crie dessus. Hawa est aussi émue par le courage de ces femmes qui, pendant l'accouchement, elles ne crient pas, elles ne pleurent pas. En fait, c'est mal vu de crier ou de pleurer. Les femmes qui crient, qui pleurent, qui gémissent sont vues comme des pleureuses. Elles n'ont pas le droit de se plaindre, pas le droit d'avoir mal. Elles ont seulement le droit d'invoquer Dieu. Les femmes ne participent pas aux guerres, ni aux parties de chasse, ni à la pêche, ni aux battues tout aussi dangereuses les unes que les autres. Leur champ de bataille étant l'accouchement, elles doivent supporter avec courage et dignité les douleurs provoquées par la naissance d'un enfant. Dans certaines ethnies, la naissance d'un nouveau-né fait l'objet d'une grande préparation. Dans d'autres, comme chez les Touaregs, on estime que c'est seulement Dieu qui décide pour la venue au monde d'un enfant et du coup il n'y a pas de préparation particulière. Hawa n'hésite pas à remettre en cause certaines traditions, par exemple la tradition qui veut que la mère et son enfant soient lavés seulement 8 jours après la naissance, le jour du baptême de l'enfant. Mais il y a parfois aussi des effets positifs de certaines traditions. Chez certaines ethnies, les femmes apprennent le métier de sage-femme de mère en fille. Elles utilisent des talismans, elles utilisent des paroles rassurantes et elles massent le ventre de la femme enceinte. Hawa décide de donner une formation, de former ses matrones aux soins pour l'accouchement. Elle rencontre aussi une vieille dame qui lui dit que si les femmes deviennent stériles, c'est parce qu'elles font trop l'amour. Hawa lui répond poliment et tente de lui parler des maladies vénériennes. En mars 1954, de nouvelles élections sont organisées. Hawa critique les fonctionnaires de Nara qui passent leur temps à jouer aux cartes ou aux dames, qui vont à la chasse, qui vont voir leur maîtresse ou qui vont voir des prostituées. Et dans ces conditions, il est impossible de distribuer les journaux militants. Il y a aussi le cas des Dimajo, d'anciens esclaves émancipés, mais ces Dimajo refusent d'abandonner leurs anciens maîtres. Ils pensent que s'ils abandonnent leur ancien maître, il leur arrivera un malheur, ils deviendront manchots ou aveugles. Dans ces conditions, Hawa se demande comment les éduquer, comment leur apprendre la liberté, si on leur a appris dès leur plus jeune âge à se soumettre. Elle lit des revues People comme Noir et Blanc, Femmes du monde entier ou encore Marie-Claire et elle traduit les articles. Elle s'intéresse à l'actualité internationale, aux luttes des Afro-Américains, aux luttes des Sud-Africains contre l'apartheid. En 1958, Hawa participe au deuxième congrès du RDA. Elle retourne s'installer à la maternité de Kati près de Bamako. En 1958, elle entre au bureau de l'USRDA et elle est la seule femme au sein de ce bureau politique. En 1959, peu avant l'indépendance de son pays, elle est élue députée de la Fédération du Mali. La Fédération du Mali, c'était une sorte de rassemblement d'États qui rassemblait le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Sénégal, mais qui n'a pas vraiment tenu. En 1960, son pays obtient enfin son indépendance. Hawa poursuit sa carrière politique, mais elle est interrompue en 1968 par le coup d'État de Moussa Traoré. Elle part vivre en République du Congo avec son nouveau mari, et ce n'est que 9 ans plus tard qu'elle retourne au Mali. Elle décède en 1980 à l'âge de 67 ans. Voilà, je voulais vous raconter l'histoire de cette femme qui est vraiment une militante impressionnante, qui a combattu à la fois contre le colonialisme et pour que les femmes aient des meilleures conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à liker, à aimer et à partager. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.